Bien le bonjour à vous qui nous regardez ou simplement qui nous écoutez. Si vous êtes des amateurs de radio, vous êtes aussi les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver toujours dans cette série de vidéocasts très spéciale pour célébrer le 20e anniversaire du Forum pour l'investissement responsable. 20 ans, ça se fête, et croyez-moi, c'est le genre de bougie qu'on n'a jamais terminé de souffler. Évidemment, en coulisses, c'est un peu moins réjouissant, puisque nous ne sommes toujours pas sortis à l'heure actuelle de la crise sanitaire, une crise avec son lot d'enjeux et de questions. Jamais les Français ne s'étaient autant questionnés sur le fait d'adopter des comportements plus responsables pour travailler sur le monde d'après. Évidemment, toutes les générations s'interrogent, y compris la mienne. Et aujourd'hui, pour tenter de m'aider, pour nous aider à répondre à ces interrogations, rien de tel qu'une personnalité de choix, cette fois-ci en matière de solidarité. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un entretien avec Martin Hirsch. Bonjour Monsieur Hirsch. Bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier de nous accueillir ici en quelque sorte à domicile, j'ai envie de dire, dans les locaux de l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, que vous dirigez depuis maintenant 2013. Vous êtes ce que j'appellerais un homme aux multiples casquettes. Si je devais vous resituer pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, j'aurais plusieurs manières de vous présenter. Vous avez notamment contribué à la création du RSA, Revenu de Solidarité Active, en 2009. Vous avez également présidé l'association Emmaüs jusqu'en 2007. Mais moi aujourd'hui, pour ma part, je vais vous présenter sous l'angle de l'Institut de l'engagement que vous présidez depuis sa création en 2012. Alors d'abord, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, je pense que c'est important de le faire, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer comment cet institut a été créé à l'origine et quelle est globalement sa fonction majeure, ses principales missions ? Oui, d'abord merci de vous intéresser à l'Institut de l'engagement, qui est effectivement une de mes passions, parce que j'ai plutôt un fil directeur depuis des années, qui est de m'intéresser à tous ceux qui peuvent avoir des difficultés. Alors ici, on s'intéresse beaucoup à ceux qui ont des difficultés de santé, beaucoup, des difficultés sociales, et notamment à la problématique des jeunes, qui est très forte dans notre pays. Et la création de l'Institut de l'engagement se fait dans la foulée de la création du service civique, qu'on crée par une loi le 10 mars 2010, après avoir beaucoup travaillé avec les associations. Et le lien avec Emmaüs, en fait tout se tient. Le lien avec Emmaüs, c'est quand j'étais à Emmaüs et que je parlais d'Emmaüs en faisant des conférences ou des discussions devant des publics jeunes, il y avait toujours des jeunes qui venaient me dire « Ah mais ça a l'air fabuleux, fascinant, passionnant, j'aimerais m'engager, est-ce que je peux passer 6 mois, 1 an ?» Et à l'époque, je leur disais, mais malheureusement, ça va être compliqué pour vous, vous risquez d'en être pénalisé. Et je trouvais ça épouvantable. C'était une époque où la doxa, ce qu'on se disait, c'est les générations d'aujourd'hui ne sont plus des générations engagées, elles sont individualistes, que pour leurs pommes, etc., etc. Et moi, ce que je constatais, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était la société qui mettait un frein à une volonté d'engagement, d'altruisme très forte, qui s'entretient, mais qui était très forte. Et donc, on a commencé par déverrouiller la possibilité de s'engager pour des jeunes et de passer 1 an au service d'une cause d'intérêt général, sans être pénalisé, en ayant une indemnité et avec l'ouverture des associations et un peu des collectivités locales pour accueillir ces jeunes. Première étape. Donc ça, on est en 2010. Et dans la foulée, moi, je vais voir les jeunes qui font leur service civique. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se révèlent à ce moment-là, souvent des jeunes qui ont connu des difficultés, soit parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, soit parce qu'ils ont connu des échecs, soit parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés qu'ils n'ont pas pu surmonter, et qui se retrouvent pendant leur service civique à faire des choses absolument formidables et à risquer de se retrouver après cet investissement et cet effort à la case départ. Et donc on se dit, il faut ne pas les laisser tomber, ne pas les laisser retomber. Et donc on crée, comme une start-up associative, l'Institut de l'engagement, avec l'engagement à nos côtés de premiers partenaires qui acceptent de reconnaître leurs valeurs, et de reconnaître aussi la capacité que l'on a de pouvoir les pousser à révéler ce qu'ils ont de meilleur. Et donc on crée l'Institut de l'engagement comme une sorte d'école post-service civique, au départ,
avec des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent, et aujourd'hui, c'est plus de 150 établissements d'enseignement supérieur, parmi les plus sélectifs. Donc on va trouver des écoles de commerce comme HEC, Audencia, EM Lyon, pardon pour toutes celles que je ne cite pas, tous les instituts d'études politiques, mais aussi les instituts du travail social qui étaient durs d'accès pour des jeunes qui n'avaient pas fait une scolarité classique, etc., etc. Beaucoup de cursus qui reconnaissent le fait d'être lauréat de l'Institut de l'engagement. On fait un concours, et on fait un concours très différent des concours qui existent, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours académique, on ne leur demande pas d'être capable de livrer un savoir livresque, mais projet, motivation, personnalité, et sont les éléments qu'on va évaluer, et qui permet aujourd'hui à 700 jeunes par an de rentrer dans ces grandes écoles, et pour un certain nombre d'entre eux, plutôt d'aller directement vers l'emploi, ou de créer leur entreprise, ou leur projet, ou leur association. L'objectif derrière cela est double. C'est d'un côté de faire en sorte que l'engagement débouche sur quelque chose et qu'on puisse construire sur son propre engagement, et non pas que l'engagement soit quelque chose qui vient manger ou mordre sur sa capacité à réussir dans la vie. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir, et ça c'est majeur, de pouvoir rompre avec une société qui ne repose que sur quelques profils prédéfinis, en général ceux qui ont réussi dès le choix de la maternité par leur maman, puis la maternelle, puis l'école primaire, puis le collège, puis le bon lycée, puis la bonne prépa, puis le bon ceci et le bon cela, avec des systèmes de sélection qui ne sélectionnent que sur 20% du cerveau et 0% du cœur. Et donc nous, on élargit en considérant qu'il y a des tas de compétences, de savoir-faire, de potentialités qui ne sont pas évaluées par les concours, et on vient rebrancher toute une partie de la jeunesse là-dessus. Former une jeunesse citoyenne, engagée et responsable serait donc une priorité ? Bien évidemment. Alors, pourquoi ? Si on prend les grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le réchauffement climatique, bien évidemment, et tous les enjeux environnementaux. Il y a, on le voit, notre capacité à faire face à, depuis 3 ans, un virus, pour je ne sais pas combien de temps encore, et puis demain, peut-être un autre virus, peut-être l'antibiorésistance des bactéries, peut-être d'autres menaces sanitaires avec des impacts sociétés forts. Il y a la sauvegarde des enjeux démocratiques, il y a la paix dans le monde, il y a le développement. Voilà. Il y a quelques enjeux assez solides pour les décennies qui viennent. Ces enjeux, c'est des enjeux à forte dimension collective. S'il y a juste 1% des gens qui s'en préoccupent et 99% des gens qui soit s'en foutent, soit agissent contre, il n'y a aucune chance qu'on arrive à surmonter ces enjeux-là. Comment concilier une société de plus en plus individualiste avec des enjeux collectifs ? Le lien entre les deux, c'est effectivement de pouvoir permettre que l'on s'engage. Ça veut dire quoi, s'engager ? Ça veut dire choisir de consacrer un peu, pour les uns de son temps, pour les autres de son argent, pour les autres de ses compétences, pour certains des 2 ou des 3 en même temps, pour quelque chose qui dépasse votre propre sort et votre propre confort, mais qui s'intéresse à une cause qui vous dépasse. Si on en revient aux jeunes générations qui sont un petit peu au cœur de la valorisation que vous souhaitez mettre en avant, comment, selon vous, on pourrait les pousser, ceux qui n'ont pas forcément un éveillement, une conscience naturelle sur des questions d'engagement, comment on pourrait les pousser à s'y intéresser davantage sur l'égalité, l'inclusion ? En général, un jeune veut avoir un impact concret direct. Si on lui dit qu'il faut passer d'abord par 25 stades de formation, sensibilisation, etc., la frustration vient bien. Donc il faut savoir ne pas créer la frustration. Et je pense que c'est l'aspect majeur. Une fois que vous êtes confronté à devoir faire des choses vous-même, à être immergé, les choses viennent quasiment d'un claquement de doigts.
Voilà. Donc ça, je pense que c'est l'aspect le plus majeur. J'allais dire, c'est ce qu'on pourrait dire, exposer à l'action, exposer à la solidarité, et ça passe par faire confiance. Et ne pas demander 10 prérequis pour pouvoir agir, s'impliquer sur un projet. Voilà ce qui me paraît le plus important. Je vais vous donner l'occasion de vous exprimer face aux jeunes générations, notamment la mienne. Quels sont les mots que vous auriez envie de leur exprimer si vous deviez tenter de les sensibiliser? Alors, plusieurs mots. Un, persévérer. Si à la première contrariété, au premier échec, au premier non, on abandonne, on est fichu. La persévérance me paraît quelque chose d'essentiel à avoir à l'esprit. Donc c'est vraiment le premier mot que je choisirais. La deuxième chose, c'est ne comptez pas sur les autres pour construire l'univers dans lequel vous allez être. Soyez acteur, et pour être acteur, soyez le plus convaincu possible et le moins dogmatique possible. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est construit d'un certain nombre de réalités sociales, de réalités économiques, de réalités politiques qui sont fortes, qui en partie dépendent de nous. Mais si on commence par dire tous ces acteurs-là créent un monde inégal, inaccessible, ceci, donc à bas les institutions, à bas les entreprises, à bas les cela, à bas, etc., vous vous trouvez vous-même à vous casser le nez face à cela. Il vaut mieux d'abord se confronter à ces réalités-là et essayer de comprendre quelle est leur logique. Donc moi, ce qu'on fait beaucoup à l'Institut de l'engagement, chaque promotion de 700, on leur organise des universités où ils sont confrontés aux différents univers, les univers académiques, les univers de l'entreprise, etc., etc. Non pas pour les évangéliser en leur disant « adorez-les », mais comprenez leur logique. Et puis ensuite, faites votre vie. Ensuite, faites vos choix. Mais ne prenez pas les uns et les autres comme des ennemis irréductibles, mais comme des acteurs avec lesquels vous aurez à composer vous-même, ce qui ne vous interdit pas d'espérer les changer, mais pas en les réfutant. Persévérer, savoir prendre conscience de ce qui nous entoure et de la manière dont les choses sont faites, c'est les mots que vous utilisez. Finalement, puisque l'Institut de l'engagement essaye de dessiner le monde de demain au travers des jeunes générations, quel monde vous avez envie d'imaginer dans 20 ans? Première chose, ce qui me frappe par rapport à l'époque où j'avais 20 ans, qui est les années 80-90. À cette époque-là, on avait le sentiment que les acquis, alors pardon, je vais faire vraiment vieux, mais les acquis de l'après-guerre étaient irréversibles. C'est-à-dire que on avait fait des choix après la guerre de la démocratie, la paix, la construction pacifique supranationale avec l'Europe et des systèmes de protection sociale établis. Et qu'une fois qu'on avait fait ces choix et qu'on les avait construits, il resterait à les peaufiner ou à les élargir à d'autres pays qui n'avaient pas encore fait ces choix. La situation d'aujourd'hui, c'est que tous ces éléments sont réversibles, avec un élément, si je puis dire, supra-réversible, qui peut être l'existence correcte de l'homme sur la planète, qui vient se rajouter, qui était déjà en filigrane chez quelques illuminés considérés comme tels à l'époque, et qui aujourd'hui est un fait majeur. Donc, je dirais que ce que j'espère du monde de dans 20 ans, c'est que ces éléments qui sont des éléments positifs, structurants, en rupture par rapport à des siècles de guerre, de non-démocratie, de grandes maladies, et de pouvoir laisser seul quelqu'un en détresse face à la maladie, la mort, la vieillesse, etc., de faire en sorte qu'on prenne conscience de cette réversibilité
pour se le réapproprier, le résolidifier, etc. Le fait de l'avoir considéré comme quelque chose qui était acquis l'a en fait fragilisé. Et donc il faut utiliser la fragilité dont nous avons conscience pour le resolidifier. Deuxième chose qui me paraît majeure, je reviens aux idées d'égalité des chances, etc. Une société qui se construit sur un noyau et qui en exclut toute une partie est une société qui fragilise les siens et qui se fragilise elle-même. Et donc ces enjeux qu'on peut appeler d'inclusion ou et donc que j'évoquais pour des jeunes qui se voient les portes fermées et auxquels on peut ouvrir les portes, qu'on voit pour l'hôpital qui doit s'occuper de tout le monde, etc., etc., me semblent des enjeux majeurs. Donc je pense que dans les 20 ans qui viennent, on va avoir à, avoir une vision de la société qui soit moins uniformisée. Ça marche pour toi, tant mieux. Ça ne marche pas pour toi, tant pis. À des choses qui soient plus différenciées pour pouvoir mieux intégrer, mieux tenir compte de la diversité, des parcours, des capacités de chacun d'entre nous. C'est sûr, donc ces paroles qu'on pourrait qualifier d'aussi encourageantes qu'optimistes pour le monde de demain, qu'on va terminer. Martha Hirsch, merci infiniment de nous avoir accueillis ici au sein de la PHP, aujourd'hui pour tenter de refaire le monde au travers de questions de l'engagement, de la solidarité, de l'égalité. Et je me tourne désormais vers vous qui nous suivez, en espérant que vous aurez apprécié suivre ce nouveau vidéocast pour la célébration des 20 ans du FIR. Évidemment, la route est encore longue et remplie d'obstacles pour l'avenir. C'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous très prochainement avec la rencontre d'une toute nouvelle personnalité. À très bientôt.